Une jeune fille seule face à l'immensité sauvage, un brasier qui se referme sur elle, et une décision qui allait défier des générations de haine. Ce n'est pas un simple sauvetage, c'est l'aube d'une histoire bien plus grande que ce qu'ils auraient pu imaginer. Que se passe-t-il lorsqu'un acte de bravoure ébranle toutes les certitudes d'une communauté ? Le soleil de juillet, implacable, écrasait de ses rayons les terres défrichées du Haut-Canada, alors que Marie-Claire, 16 ans, essuyait la sueur qui perlait sur son front. Le voyage vers l'ouest avait été une épreuve exténuante, mais la détermination de son père à bâtir une nouvelle vie après la mort de sa mère les avait conduits jusqu'à cet avant-poste isolé en cette année 1858. Leur modeste cabane se dressait à la lisière des territoires colonisés, une position précaire que son père justifiait par la richesse de la terre arable. « Marie-Claire, va chercher de l'eau avant la tombée du jour », lança son père, Joseph, alors qu'il réparait la clôture mise à mal par la tempête de la veille. « Et reste à portée de vue de la maison. »« Oui, papa », répondit-elle en saisissant le seau en bois. Les cheveux dorés de Marie-Claire étaient retenus par un ruban bleu délavé, ultime présent de sa mère. Sa robe, jadis d'un azur éclatant, avait pris la teinte pâle de l'usure après des mois de lessive au savon noir. En descendant vers le ruisseau, Marie-Claire ne pouvait se défaire de l'impression d'être observée. Les tensions entre les colons et les tribus locales s'étaient intensifiées ces derniers mois. La semaine précédente, le vieux monsieur Lefebvre, dont la ferme se trouvait à 2 lieues à l'est, avait croisé des guerriers balisant leurs terrains de chasse ancestraux le long de la rivière. Marie-Claire s'agenouilla et plongea le seau dans l'eau fraîche. Soudain, un reflet apparut à côté du sien. Un visage à la peau cuivrée et aux yeux sombres. Elle étouffa un cri et pivota sur elle-même, mais il n'y avait personne. Le cœur battant à tout rompre, elle remonta précipitamment vers la cabane. « Papa, je crois que j'ai vu quelqu'un près du ruisseau, » dit-elle, le souffle court. Joseph posa ses outils et scruta l'orée de la forêt. « Ce ne sont probablement que des ombres qui te jouent des tours, mais il vaut mieux rester à l'intérieur maintenant. Je termine ici. » Cette nuit-là, Marie-Claire resta éveillée, à l'écoute de sons inconnus. Le vent hurlait aux angles de la cabane, et quelque part au loin, un loup appelait sa meute. Mais il y avait autre chose. Le bruit étouffé de chevaux traversant la plaine. « Juste des voyageurs sur la piste principale », murmura-t-elle pour se rassurer. Pourtant, la piste principale était à des kilomètres de là. Le matin apporta un calme inquiétant. Son père partit à l'aube pour faire du troc avec d'autres colons au poste de traite, promettant de revenir avant la nuit. « Barre la porte derrière moi », ordonna-t-il. « Je serai de retour au coucher du soleil. » La journée s'étira lentement. Marie-Claire s'occupa de ses corvées. Elle pétrit la pâte pour le pain, balaya le sol de terre battue et raccommoda une déchirure dans la chemise de son père. L'après-midi amena avec lui de lourds nuages noirs et un grondement de tonnerre lointain. « Papa va être pris dans la tempête », s'inquiéta-t-elle à haute voix. La pluie s'abattit soudainement, avec violence, martelant le toit de Bardeau. Les éclairs déchiraient le ciel, suivis immédiatement par un tonnerre assourdissant. Marie-Claire sursautait à chaque craquement, les nerfs à vif, hantée par cette sensation d'être épiée depuis des jours. Le crépuscule approchait sans aucun signe de Joseph. Marie-Claire alluma la lampe à huile et la posa près de la fenêtre, tel un phare pour le guider à travers la tourmente. La pluie finit par cesser, mais le vent restait féroce, sifflant à travers les arbres qui encerclaient leurs propriétés isolées. Un fracas à l'extérieur fit bondir son cœur dans sa poitrine. « Papa » appela-t-elle, mais aucune réponse ne vint. S'approchant prudemment de la fenêtre, elle scruta l'obscurité grandissante. Un nouveau choc, cette fois contre le flanc de la cabane. « Qui est là » cria-t-elle, tentant de garder une voix ferme. Seul le vent répondit, mais bientôt, une odeur inconfondable de fumée envahit l'air. Marie-Claire ouvrit la porte à la volée et découvrit avec horreur des flammes léchant le côté de la maison. La foudre avait frappé un arbre voisin, embrasant les broussailles sèches entassées contre le mur de rondins. Elle s'empara d'une couverture et tenta d'étouffer le feu, mais le brasier se propageait trop vite, se nourrissant du bois sec de la charpente. La fumée envahit l'espace exigu alors qu'elle reculait, prise d'une quinte de toux violente. Les flammes bloquaient désormais la porte, son unique issue. Prise au piège et désespérée,
Marie-Claire se plaqua contre le mur du fond tandis que le feu dévorait la cabane. La chaleur devenait insupportable. La fumée lui brûlait les poumons à chaque inspiration. Les ténèbres gagnaient les bords de sa vision alors qu'elle glissait au sol, la conscience vacillante. À travers le rugissement des flammes, elle perçut un nouveau son, le tonnerre de sabots approchant au galop. Sa dernière pensée avant de sombrer fut pour son père, revenant trop tard pour la sauver. Aigle Noir n'avait pas l'intention de s'aventurer si près des terres des visages pâles. Guerrier respecté parmi les siens, il connaissait les dangers qu'il y avait à traverser ces territoires désormais revendiqués par les nouveaux venus. Mais quelque chose l'avait attiré vers ce tronçon de rivière depuis 3 jours. Un pressentiment qu'il ne pouvait expliquer à ses frères de chasse. « Les esprits me guident ici », avait-il dit à son cousin, Nuage Gris, lorsqu'ils s'étaient séparés plus tôt ce jour-là. Nuage Gris avait simplement hoché la tête, sachant qu'il ne fallait pas questionner Aigle Noir lorsqu'il évoquait le monde spirituel. À 20 printemps, Aigle Noir avait déjà gagné sa place parmi les braves de la tribu. Ses yeux perçants avaient repéré la jeune fille de la cabane il y a plusieurs jours, une créature pâle aux cheveux couleur des foins d'été. Il l'avait observée de loin, curieux de cette habitation isolée et de ses occupants. Les colons se regroupaient habituellement, mais cette cabane se dressait seule, vulnérable. L'orage l'avait poussé à chercher refuge dans un bosquet de chênes à une demi-lieue de là. Lorsque la foudre avait fendu le ciel, il avait été témoin de l'impact qui avait mis le feu aux broussailles. Au début, il s'était dit que cela ne le concernait pas. Les Blancs avaient apporté tant de souffrances à son peuple, les chassant de leurs terres ancestrales, brisant les traités comme on brise des brindilles sous le pied. Pourtant, alors que personne ne sortait de la structure en feu, quelque chose remua en lui. Il se souvint des enseignements de son grand-père. La force d'un guerrier ne se mesure pas seulement aux ennemis vaincus, mais aux vies qu'il choisit de sauver. Sans plus d'hésitation, Aigle Noir enfourcha son étalon tacheté et galopa à bride abattue vers la cabane, la pluie fouettant son torse nu et son visage. En approchant, il vit les flammes consumer la petite demeure, une fumée noire s'élevant en volute dans le ciel nocturne. Il fit le tour de la structure, cherchant un point d'entrée. La porte principale était un mur de feu, mais une petite fenêtre sur le côté offrait une chance. Attaquant son cheval à un poteau proche, Aigle Noir enroula sa chemise de peau autour de son bras et fracassa la fenêtre, ignorant les éclats de verre qui écorchaient sa peau. À l'intérieur, la chaleur était oppressante, la fumée épaisse et suffocante. S'accroupissant, il progressa à travers l'intérieur embrasé jusqu'à ce qu'il la repère. La fille aux cheveux d'or, effondrée sur le sol, inconsciente. D'un mouvement fluide, il souleva son corps frêle et se tourna vers la fenêtre, désormais leur unique échappatoire. La charpente gémissait autour d'eux, le bois craquant sinistrement alors que la structure commençait à céder. Aigle Noir s'extirpa par la fenêtre brisée, manœuvrant avec précaution le corps inerte de Marie-Claire à travers l'ouverture, quelques secondes à peine avant que le toit ne s'effondre dans un fracas assourdissant. Dans la clairière, face au brasier, il l'allongea doucement sur le sol. Son visage était maculé de suie, sa respiration superficielle. Aigle Noir pressa son oreille contre la poitrine de la jeune fille, soulagé d'entendre son cœur battre encore. Il forma une coupe avec ses mains, recueillant l'eau de pluie d'un tonneau qui avait survécu à l'incendie, et humecta délicatement les lèvres desséchées de la rescapée. Les paupières de Marie-Claire papillonnèrent avant de s'ouvrir, écarquillées par la confusion et la peur lorsqu'elles se posèrent sur le guerrier agenouillé près d'elle. Elle tenta de reculer, mais la faiblesse la submergea et elle retomba sur la terre humide. « Pas de mal », dit Aigle Noir dans un français hésitant qu'il avait appris des trappeurs. « Feu mauvais. Toi en sécurité maintenant. » Marie-Claire fut prise d'une quinte de toux violente, expulsant la fumée de ses poumons. Lorsqu'elle put enfin parler, sa voix était rauque. « Vous m'avez sauvé ?» Aigle Noir hocha la tête une fois, l'expression grave. Il pointa du doigt les ruines fumantes de la cabane. Maison partie. « Mon père » souffla Marie-Claire, se souvenant soudain. « Il est allé au poste de traite. Il devrait être rentré depuis longtemps. » Les larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle contemplait ce qu'il restait de leur foyer. Tout ce qu'il possédait était réduit en cendres. Le bruit de chevaux au galop attira l'attention d'Aigle Noir.
Son corps se tendit, sa main glissant instinctivement vers le couteau à sa ceinture. Marie-Claire l'entendit aussi, une lueur d'espoir dans le regard. « Papa » appela-t-elle faiblement. Mais les cavaliers qui surgirent des ténèbres n'étaient pas son père. 3 hommes s'approchèrent, fusils armés. Aigle Noir les reconnut. C'étaient des colons d'une ferme voisine. « Éloigne-toi d'elle, sauvage !» hurla le premier cavalier en braquant son arme sur la poitrine d'Aigle Noir. « Non !» cria Marie-Claire, trouvant la force de s'asseoir. « Il m'a sauvé. La cabane a pris feu pendant l'orage. J'étais piégé à l'intérieur. » Les hommes échangèrent des regards sceptiques, leurs canons toujours pointés sur le guerrier qui se tenait droit, impassible sous leurs regards hostiles. « Il a plus probablement mis le feu lui-même, » cracha l'un des hommes. « Il comptait sûrement t'emmener dans son camp. »« C'est faux !» protesta Marie-Claire. Mais ces mots furent couverts par une nouvelle arrivée, son père, arrivant au grand galop, le visage déformé par l'angoisse à la vue de sa maison en flammes. Joseph sauta de sa monture et se précipita aux côtés de sa fille. « Marie-Claire, grand Dieu, es-tu blessée ?»« Je vais bien, papa, » l'assura-t-elle en lui serrant les mains. « Mais notre maison... » Sa voix s'éteignit alors qu'elle regardait les décombres fumants. « Rien de tout cela ne compte tant que tu es sauve, » dit son père en l'étreignant fort. Puis son regard tomba sur Aigle Noir, qui se tenait silencieux à quelques pas. « Qui est cet homme ?» Avant que Marie-Claire ne puisse expliquer, l'un des colons l'interrompit. « On a trouvé cet Indien avec ta fille. Il prétend l'avoir sorti du feu, mais tu sais comment il mente. » Joseph étudia le visage du guerrier, notant les coupures sur ses bras et les bords roussis de sa tunique de cuir. Puis il regarda sa fille, attendant confirmation. « Il m'a sauvé la vie, papa, » dit Marie-Claire avec fermeté. « J'étais coincé à l'intérieur quand la foudre a frappé. Il a brisé la fenêtre et m'a porté dehors avant que le toit ne s'écroule. » Un silence tendu s'installa tandis que Joseph pesait les mots de sa fille contre sa méfiance, profondément ancrée envers les tribus qui avaient mené des raids à travers le territoire. Finalement, il se leva et s'approcha d'Aigle Noir. « Tu as sauvé ma fille ?» demanda-t-il, la voix bourrue mais dénuée d'hostilité. Aigle Noir acquiesça d'un signe de tête. « Esprit du feu en colère ce soir, ramène fille chez elle. » Joseph tendit lentement la main. « Alors je te dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. » Les autres colons murmurèrent leur désapprobation, mais Joseph les fit taire d'un regard sévère. « Cet homme a sauvé ma Marie-Claire. Selon mes principes, cela le rend bienvenu à mon foyer, n'importe quand. » Aigle Noir considéra la main tendue un long moment avant de la serrer brièvement. Puis il se tourna pour récupérer son cheval, prêt à partir. « Attends » appela Marie-Claire. « Quel est ton nom ?» Le guerrier marqua une pause. « On m'appelle Aigle Noir. »« Merci, Aigle Noir, » dit-elle doucement. « Je n'oublierai pas ce que tu as fait ce soir. » Alors qu'Aigle Noir enfourchait son étalon, Joseph l'interpella. « La patrouille signale des parties de chasse qui remontent vers le nord. Ce n'est pas sûr pour toi ici. » L'expression d'Aigle Noir demeura impénétrable, mais il inclina légèrement la tête en signe de remerciement avant de disparaître dans l'obscurité, laissant Marie-Claire le regarder s'éloigner, se demandant si leur chemin se croiserait à nouveau. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incendie. La famille avait trouvé refuge chez les Lefebvre, dont la ferme se situait à 2 lieues à l'est. Joseph travaillait de l'aube au crépuscule, déterminé à rebâtir leur cabane avant les premiers frimas de l'automne. Marie-Claire aidait Madame Lefebvre aux tâches ménagères durant la journée, mais ses pensées dérivaient souvent vers Aigle Noir. Le souvenir de son visage stoïque, illuminé par la lueur du feu, restait vif dans son esprit. Chaque soir, elle se surprenait à contempler les plaines de l'Ouest, se demandant où il pouvait être. « Tu as l'esprit bien ailleurs ces temps-ci » remarqua Madame Lefebvre un après-midi, alors qu'elles étendaient le linge. « Je repense encore à l'incendie parfois » admit Marie-Claire, gardant pour elle la véritable direction de ses pensées. La plupart des colons vouaient aux tribus locales une haine mêlée de peur. Même son père, malgré sa gratitude, l'avait mise en garde de ne pas parler d'Aigle Noir au village. « Les Indiens sont vus comme des ennemis ici », avait-il expliqué. « Même celui qui a accompli une bonne action ne sera pas bien accueilli par la plupart des gens. » Ce soir-là, alors que Marie-Claire rapportait de l'eau du ruisseau, elle remarqua des traces de sabots fraîches dans la boue. Ce n'était pas le motif familier des chevaux ferrés des colons, mais les empreintes nues d'un poney des plaines.
Son cœur s'accéléra alors qu'elle scrutait le rais du bois, mais elle ne vit rien. De retour à la maison des Lefebvre, elle trouva M. Lefebvre et son père en grande conversation sous le porche. « Une patrouille de l'armée est passée ce matin, disait M. Lefebvre. Il y a des troubles au nord. Un groupe de pillards a attaqué la ferme des Martins. Ils ont pris les chevaux et brûlé la grange. »« Y a-t-il des blessés ?» demanda son père. « Martin a pris une flèche dans l'épaule, mais il s'en sortira. L'armée organise une milice pour repousser les tribus au-delà de la rivière. Il recrute tous les hommes valides. » Marie-Claire posa son seau, un sentiment d'effroi l'envahissant. « Papa, tu ne vas pas les rejoindre, n'est-ce pas ?» Joseph regarda sa fille avec des yeux troublés. « Ils passent demain. Je n'ai pas encore décidé. » Cette nuit-là, Marie-Claire ne put trouver le sommeil. La pensée de son père chevauchant avec des hommes déterminés à chasser, ou pire, à tuer des gens comme Aigle Noir, l'emplissait d'angoisse. Elle se glissa dehors dans la fraîcheur nocturne, cherchant du réconfort sous la voûte étoilée. Un hennissement doux provenant des arbres la figea sur place. Lentement, une silhouette émergea des ombres, Aigle Noir, guidant son étalon par la bride. Il s'arrêta à la lisière de la clairière, comme incertain de son accueil. Marie-Claire jeta un coup d'œil inquiet vers la maison endormie, puis s'avança prudemment vers lui. « Tu ne devrais pas être ici, chuchota-t-elle, c'est trop dangereux. »« Je veille, pour être sûr que tu es en sécurité, » répondit-il dans son français rudimentaire. « Nous sommes en sécurité ici. Nous restons chez des amis jusqu'à ce que papa reconstruise la cabane, » expliqua-t-elle. Puis d'un ton urgent, « Il y a des problèmes. Les patrouilles de l'armée sont partout et ils forment une milice contre ton peuple. » Le visage d'Aigle Noir se durcit. « Pas mon peuple qui cause problème, une autre bande venue du nord. Mais les visages pâles voient tous les Indiens pareils. »« Tu dois retourner vers ta tribu, les avertir, » insista Marie-Claire. Il secoua la tête. « Ma tribu a déjà bougé vers le nord, loin des colons. Je reste, je veille sur toi. Je dois dette à l'esprit du feu qui t'a épargné. »« Tu ne me dois rien, » protesta Marie-Claire. « Tu m'as déjà sauvé la vie. » Leur conversation fut interrompue par le grincement de la porte des Lefebvre. Joseph apparut sur le porche, fusil en main, scrutant l'obscurité. « Marie-Claire » appela-t-il. Elle se tourna vers Aigle Noir. « Va-t'en, vite !» Mais avant qu'il ne puisse battre en retraite, Joseph les repéra. Il s'approcha avec précaution, l'arme prête, mais canon baissé. « Monsieur » salua respectueusement Aigle Noir, sans reculer d'un pouce. Joseph étudia le jeune guerrier un long moment. « Tu prends un gros risque en venant ici. »« Il est venu s'assurer que nous étions en sécurité, papa, » expliqua Marie-Claire. Joseph soupira lourdement. « Tu as mal choisi ton moment pour une visite de courtoisie, Aigle Noir. Une milice est en train de se former. Tout Indien trouvé de ce côté de la rivière risque d'être abattu à vue. Mes gens pas responsables des attaques, » affirma Aigle Noir fermement. « Bande du Nord, menée par Corne Brisée. Ils se sont séparés, rejettent pour parler de paix. » Joseph assimila l'information. « C'est peut-être vrai, mais ça ne changera rien pour la milice. Tu dois quitter ce territoire. » Un chien aboya au loin, suivi par le bruit de cavaliers en approche. Joseph se tendit, regardant vers la route. « La patrouille de nuit, » marmonna-t-il. Il vérifie les fermes après la tombée du jour. Il se tourna vers Aigle Noir. « Tu dois partir maintenant. » Aigle Noir hésita, posant son regard sur Marie-Claire. Quelque chose d'inexprimé passa entre eux. De l'inquiétude, peut-être même de l'affection. « Je vais bien aller, » l'assura-t-elle. « S'il te plaît, pars. » D'un signe de tête rapide à Joseph, Aigle Noir enfourcha sa monture et se fondit dans les ténèbres, juste au moment où la lueur d'une lanterne apparaissait sur le chemin. 2 cavaliers approchèrent, l'un en uniforme de l'armée, l'autre un colon local que Marie-Claire reconnut comme Monsieur Dumont. « Bonsoir, Joseph, » lança le soldat. « Tout est calme ici ?»« Je prenais juste l'air avec ma fille, » répondit Joseph calmement. « Des nouvelles du Nord ?»« La patrouille a capturé un éclaireur près du ruisseau des Chênes, » dit Dumont. « L'armée l'interroge sur les groupes de pillards. » Marie-Claire sentit son sang se glacer. Elle jeta un coup d'œil à son père qui gardait une expression impassible. « Vous avez vu quelque chose d'inhabituel » demanda le soldat. « Rien, » affirma Joseph. « Mais j'aimerais être informé s'il y a un réel danger. Ma fille et moi sommes vulnérables tant que notre nouvelle cabane n'est pas construite. »« C'est pour ça qu'on forme la milice, » expliqua Dumont. « Réunion demain midi au village. On aurait bien besoin d'un tireur comme toi, Joseph. »
Après le départ de la patrouille, Marie-Claire se tourna vers son père. « Tu ne peux pas les rejoindre, papa. Le peuple d'Aigle Noir n'est pas celui qui cause des ennuis. » Joseph passa une main dans ses cheveux grisonnants. « Ce n'est pas si simple, Marie-Claire. Je dois te protéger notre avenir ici. » « Et qu'en est-il de protéger les innocents ?» le défia-t-elle. « Aigle Noir m'a sauvé la vie. Son peuple ne devrait pas souffrir pour quelque chose qu'il n'a pas fait. » Son père n'eut pas de réponse immédiate. Ils retournèrent à la maison en silence, chacun tourmenté par les choix qui s'imposaient à eux. Le lendemain matin, Marie-Claire aida Madame Lefebvre à préparer le petit déjeuner, l'esprit encore troublé par les événements de la veille. Par la fenêtre, elle aperçut son père en grande conversation avec Monsieur Lefebvre, près de la grange. Lorsque Joseph entra pour le repas, son expression était résolue. « J'ai pris ma décision, annonça-t-il. Je vais au village, mais pas pour rejoindre la milice. Il y a un agent des affaires indiennes de passage, un nommé Durand, qui essaie de négocier la paix avec les tribus amicales. Je vais lui répéter ce qu'Aigle Noir nous a dit à propos de la bande dissidente du Nord. » Le soulagement de Marie-Claire était palpable. « Merci, papa. »« Ne me remercie pas encore, prévint-il. La parole d'un colon ne pèsera peut-être pas lourd, mais je dois essayer. » Alors que Joseph se préparait à partir, Marie-Claire l'étreignit fort. « Sois prudent. »« Toujours, lui assura-t-il. Reste près de la maison aujourd'hui. » Mais alors que la silhouette de son père disparaissait sur la route poussiéreuse, Marie-Claire ne pouvait ignorer le sentiment grandissant que la paix fragile était sur le point de voler en éclats, avec Aigle Noir pris au milieu. L'après-midi s'étira interminablement alors que Marie-Claire guettait le retour de son père. Des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, promettant un nouvel orage d'été. Madame Lefebvre remarqua son agitation et tenta de la distraire avec de la pâtisserie, mais les pensées de la jeune fille restaient fixées sur la réunion au village. « Ton père est un homme sensé, l'assura Madame Lefebvre. Il ne laissera pas les têtes brûlées le pousser à faire une bêtise. »« Ce n'est pas pour papa que je m'inquiète, » répondit doucement Marie-Claire. En milieu d'après-midi, les nuages d'orage avaient prématurément obscurci le ciel. Le tonnerre grondait au loin, avertissement du déluge à venir. Monsieur Lefebvre rentra des champs, l'inquiétude gravée sur son visage buriné. « L'orage arrive vite, » observa-t-il. Joseph aurait dû être rentré à cette heure. Ces mots ne firent qu'accentuer l'anxiété de Marie-Claire. Elle alla à la fenêtre, s'efforçant de voir à travers la pénombre grandissante. Les premières grosses gouttes commencèrent à tomber, martelant le toit comme des doigts impatients. « Il y a des cavaliers qui arrivent, » annonça Monsieur Lefebvre, plissant les yeux à travers l'averse. « Tout un groupe. » Le cœur de Marie-Claire bondit, espérant voir son père parmi eux. Mais à mesure que les cavaliers approchaient, elle reconnut les uniformes bleus des soldats mêlés aux membres de la milice civile. Ils chevauchaient avec détermination, les visages graves sous leurs chapeaux trempés. Monsieur Lefebvre sortit sur le porche pour les accueillir, son fusil de chasse tenu négligemment à ses côtés. Marie-Claire suivit, protégeant ses yeux de la pluie. « Bonjour Lefebvre, » lança le soldat de tête. « Nous traquons un Indien, repéré près du ruisseau de Créton ce matin. La piste mène par ici. »« Pas vu d'Indien, » répondit Lefebvre. « Juste ma famille et les Miller ici. » Un membre de la milice s'avança. « Dumont, l'homme de la patrouille de la veille. Nous avons des raisons de croire qu'il se dirigeait peut-être vers cette ferme. » Marie-Claire retint son souffle. Traquait-il Aigle Noir ? « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» contesta Lefebvre. Un autre cavalier s'avança, et Marie-Claire fut soulagée de voir son père. Joseph mit pied à terre rapidement, l'air soucieux alors qu'il les rejoignait sous le porche. « Marie-Claire, rentre à l'intérieur, » dit-il calmement. « Qu'est-ce qui se passe, papa » demanda-t-elle sans bouger. Avant qu'il ne puisse répondre, Dumont prit la parole. « Nous avons coincé cet éclaireur dont je parlais. Avant de s'échapper, il a révélé qu'un guerrier surveillait cette zone. Il semble qu'il porte un intérêt particulier à ta fille, Joseph. » L'accusation resta suspendue dans l'air saturé de pluie. Marie-Claire regarda son père, qui posa une main protectrice sur son épaule. « Ma fille a été sauvée de notre cabane en feu par un guerrier, » déclara fermement Joseph. « Il n'a montré que de l'honneur. S'il a veillé sur nous, c'est par inquiétude, pas par malveillance. » « C'est une vision bien charitable, » remarqua le lieutenant avec scepticisme. « Mais nous ne pouvons pas prendre de risques avec la sécurité des colons. Si cet Indien est dans le secteur, nous devons le trouver. »
Et faire quoi demanda Marie-Claire d'une voix plus forte qu'elle ne le sentait. Le punir pour un acte de bonté? Le lieutenant l'étudia avec surprise. Mademoiselle, ces sauvages ne comprennent qu'une chose, la force. Tout guerrier de ce côté de la rivière est en violation des frontières territoriales. Ces frontières ne cessent de changer, fit remarquer Joseph. L'agent Durand a confirmé ce que je vous ai dit au village. Les raids sont l'œuvre d'une bande dissidente venue du Nord. Punir des tribus pacifiques ne fera que les pousser elles aussi vers la violence. Le débat fut coupé court par le cri d'un milicien posté à la lisière de la propriété. « Des traces ici. Elles sont fraîches et se dirigent vers le ruisseau. » Le lieutenant ordonna immédiatement à ses hommes de se remettre en selle. « Nous reprendrons cette discussion plus tard, Joseph. Pour l'instant, nous avons un Indien à attraper. » Alors que les soldats s'apprêtaient à partir, Marie-Claire agrippa le bras de son père. « Papa, ils vont le tuer s'ils le trouvent. » Joseph semblait déchiré entre son devoir envers la communauté et son sens de l'honneur. Finalement, il se tourna vers sa fille. « Reste ici avec les Lefebvre, je pars avec eux. Je peux au moins essayer de m'assurer qu'il sera traité équitablement s'ils le capturent. »« Je viens aussi, » insista Marie-Claire. « Pas question, » répliqua son père d'un ton sévère. « C'est trop dangereux. » Mais Marie-Claire tint bon, le regard inflexible. « Aigle Noir m'a sauvé la vie. Je ne resterai pas caché pendant que des hommes le traquent pour cela. » Après un moment de tension, Joseph céda. « Reste près de moi et fais exactement ce que je te dis. » Ils montèrent à cheval, Marie-Claire s'installant en croupe derrière son père et rejoignirent la patrouille qui avançait vers le ruisseau. La pluie s'était intensifiée, rendant le sol traître et effaçant rapidement les pistes. Les soldats se déployèrent en éventail, cherchant le moindre signe de passage. Marie-Claire scrutait le paysage avec frénésie, espérant apercevoir Aigle Noir avant les soldats. Le ruisseau, gonflé par les eaux de pluie, n'était plus qu'un torrent boueux et tumultueux. Un cri s'éleva depuis la rive opposée. « Le voilà !» Le cœur de Marie-Claire s'effondra lorsqu'elle vit Aigle Noir émerger de l'orée du bois, monté sur son étalon tacheté. Il se figea un instant en voyant les soldats, puis fit pivoter sa monture pour fuir. « Halte !» commanda le lieutenant en levant son fusil. Plusieurs miliciens l'imitèrent. « Non !» hurla Marie-Claire. Glissant du cheval de son père malgré la tentative de ce dernier pour la retenir, elle courut vers la berge, se plaçant délibérément entre les canons et Aigle Noir. « Ne tirez pas !» Son mouvement soudain surprit les soldats. Joseph mit pied à terre précipitamment et se rua aux côtés de sa fille, se plaçant partiellement devant elle pour la protéger. « Baissez vos armes !» ordonna-t-il. « Cet homme a sauvé la vie de ma fille. » Le lieutenant hésita, son fusil toujours épaulé. « Écartez-vous, Joseph, c'est un guerrier en territoire interdit. » De l'autre côté du ruisseau, Aigle Noir restait immobile, observant la confrontation. Il aurait pu fuir, mais il avait choisi de rester. « Si vous le voulez, il faudra nous passer sur le corps, » déclara Joseph, sa voix portant au-dessus du fracas de la pluie. Un face-à-face tendu s'installa, rompu seulement par l'arrivée d'un nouveau cavalier, un homme en tenue de ville malgré les intempéries, arborant un insigne officiel. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en balayant la scène du regard. « Agent Durand » reconnut le lieutenant avec réticence. « Nous appréhendons un guerrier trouvé en territoire colonisé. » Durand descendit de cheval et s'approcha avec prudence. « Est-ce le guerrier dont vous m'avez parlé au village, monsieur? Celui qui a sauvé votre fille ?»« C'est lui, » confirma Joseph. « Aigle Noir. Il ne fait pas partie des pilleurs. » Durand étudia Aigle Noir pensivement. « J'ai été autorisé par le gouverneur à négocier avec les bandes pacifiques. Si cet homme est prêt à servir d'intermédiaire, il pourrait être précieux. » Le lieutenant abaissa légèrement son fusil. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, on ne peut pas faire confiance à... »« Je serai seul juge de cela, lieutenant, » l'interrompit Durand. Il se tourna vers Marie-Claire et Joseph. « Votre expérience avec ce jeune homme plaide en faveur de son caractère. Vous porteriez-vous garant de lui ?»« Sans hésitation, » répondit fermement Joseph. Marie-Claire fit un pas en avant. « Aigle Noir a risqué sa vie pour sauver la mienne. Il aurait pu me laisser mourir dans cet incendie, mais il ne l'a pas fait. Si plus de gens des deux côtés montraient un tel courage, peut-être n'y aurait-il pas autant de sang versé. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, ponctués par un coup de tonnerre. Durand hocha la tête, pensif, puis s'adressa directement à Aigle Noir. « Serais-tu prêt à m'aider à parler avec ton peuple pour trouver un chemin vers la paix ?»
Aigle Noir considéra l'offre, ses yeux sombres passant de Durand à Marie-Claire, puis à Joseph. Finalement, il parla, son français prudent mais clair. « Mon peuple ne veut pas la guerre, veut seulement vivre comme avant. Je parlerai pour la paix si les Blancs écoutent vraiment. » Durand sourit. « C'est tout ce que je demande. » Il se tourna vers le lieutenant. « Rappelez vos hommes, lieutenant. Cet homme est désormais sous ma protection en tant qu'émissaire diplomatique. » Les soldats baissèrent leurs armes à contre-cœur. La tension qui électrisait l'air se dissipa légèrement, remplacée par une trêve fragile. Alors que le groupe se préparait à retourner vers la ferme des Lefebvre pour discuter des prochaines étapes, Aigle Noir guida son cheval plus près de l'endroit où se tenait Marie-Claire avec son père. « Tu te dresses entre les armes et Aigle Noir, dit-il, une véritable admiration dans la voix. Pourquoi risquer vie pour ennemi ? Tu n'es pas mon ennemi, répondit simplement Marie-Claire. Tu ne l'as jamais été. L'expression stoïque d'Aigle Noir s'adoucit de manière presque imperceptible. Deux peuples, beaucoup de sang entre eux, mais peut-être... Il jeta un coup d'œil à Durand, puis revint à Marie-Claire. Peut-être nouveau sentier possible. Joseph tendit sa main une fois de plus à travers le fossé culturel. Ma maison, quand elle sera rebâtie, t'accueillera toujours, Aigle Noir. Le guerrier serra la main offerte. Et mon feu accueillera la famille de Joseph. Alors qu'il chevauchait sous la pluie pour rentrer, Marie-Claire sentit un changement profond, non seulement dans sa propre vie, mais peut-être dans la grande histoire de deux peuples dont les destins semblaient éternellement liés par le conflit. Un acte de bravoure dans une cabane en flammes avait jeté un pont fragile au-dessus d'un vaste précipice. L'orage commença à s'apaiser, et à travers une percée dans les nuages, un rayon de soleil illumina le chemin devant eux. Incertain, difficile, mais infiniment plus porteur d'espoir qu'auparavant.